Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 20 janvier 2018 et je poursuis ma traversée des limbes en compagnie des auteurs oubliés de la collection Nelson. Aujourd'hui, je vous parle d'Arthur Lévy. Arthur Lévy avec un trait d'union ou sur Wikipédia sans trait d'union. Arthur Lévy est un historien né en 1847 et mort en 1931. Et il a écrit pratiquement que des ouvrages sur Napoléon. Alors, euh, Napoléon, oui. Et celui-ci, c'est Napoléon intime. C'est un ouvrage qui a été réédité une quantité de fois. Il prend le contre-pied de celui de Taine, qui était hyper critique, qui faisait de Napoléon un despote. Il prend le contre-pied, semble-t-il, pour offrir un Napoléon au portrait plus nuancé, plus nuancé, en faisant pas un despote comme tous les auteurs de la fin du Second Empire l'ont peint comme un despote, comme un monstre. Et disons-le franchement, malheur aux vaincus, une fois qu'on a perdu la bataille, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, comme vous le savez. Alors, Napoléon Bonaparte, on connaît un peu, on connaît beaucoup l'histoire de Napoléon Bonaparte, qui a été sacré empereur en 1804 et qui a fait de la République un empire, ce qui n'était pas vraiment dans les mœurs politiques ni historiques des Français. Cet empire-là, au fait de sa puissance, euh, possédait d'alliés, de soldats, 600 000 soldats, et il avait avait créé 135 départements, incluant les départements de Rome, Hambourg, Barcelone, Amsterdam, pour nommer que les plus connus. Et au fait de sa puissance, 1805 et 1812, il y avait 44 millions de sujets. Non, en fait, il n'y a pas eu 600 000 soldats. Il y a eu 600 000 soldats déployés contre la Russie. Alors, vous voyez, on connaît la suite. Hein. Tolstoï a bien montré dans Guerre et paix l'effroyable déroute des troupes napoléoniennes. Alors, j'ai pratiquement rien trouvé sur Arthur Lévy. Rien. Les traces sont assez peu nombreuses. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est que François Copé, vous savez, c'est ce poète qui a peint les rues populaires de Paris, ce poète s'adressant au peuple, et qui, à la fin de sa vie, s'est converti au catholicisme, et là, il est devenu encore plus célèbre. Alors, ce que nous dit François Copé, je voulais un passage ici. Dans les dernières années du Second Empire, et surtout depuis sa chute, le courant de la réaction, la poussée de dénigrement et de calomnie contre Napoléon Ier, avait dépassé les dernières limites de l'injustice. L'acte monstrueux de la Commune, renversant en présence des Allemands vainqueurs la colonne de Vendôme sur un lit de fumier, eut un caractère symbolique. Par une folie que l'imbécilité des passions politiques peut seule expliquer, la France, le lendemain de sa défaite, semblait vouloir déchirer les plus glorieuses pages de son histoire, avilir et souiller une épopée militaire comme aucun peuple n'en a dans ses annales. On exhuma les libelles anglais et les pamphlets de l'immigration. Bonaparte redevint l'ogre de Corse. Les propos de femmes rancunières, comme la Rémusat, les potins de laquais chassés comme ce voleur de Bourrienne, firent autorité. Le moindre vice qu'on reprocha à l'empereur était l'inceste. La seule excuse qu'on invoqua en sa faveur était l'épilepsie. Il eut des pères loriquais, orléanistes et républicains qui travestirent les personnages et dénaturèrent les événements à qui mieux. Beaucoup de larmes de crocodile furent répandues. Des Jacobins pleurèrent le duc d'Enghien et des royalistes s'attendrirent sur Malais. Il fut d'ailleurs convenu que même comme homme de guerre, Bonaparte avait été singulièrement surfait.
Alors, il poursuit, évidemment, on a compris que François Copé ne ménage pas ses compliments à l'égard de cet Arthur Lévy. C'est une préface laudatrice, élogieuse. Ce que nous explique ici l'auteur dans sa préface, c'est que, bon, il a été l'objet d'un culte, Napoléon a été l'objet d'un culte, on l'a dénigré, on l'a encensé, et que lui se pique d'avoir la distance nécessaire pour pouvoir en parler avec aisance et autorité. Alors, ce qu'il nous dit, il dit avant de l'adopter, cette conclusion, qui malgré son évidence me mettait en désaccord complet avec d'éminents écrivains, n'a pas été sans me causer un peu d'hésitation. Avant de l'adopter définitivement, je me suis prescrit le devoir de m'entourer de renseignements contradictoires, de vérifier les assertions des amis de l'empereur par les dires de ses ennemis. Selon l'expression actuelle, j'ai interviewé, en quelque sorte, les contemporains dans leurs écrits, les pressant de questions, tout en ne retenant que les allégations corroborées, au moins dans leur esprit, par plusieurs auteurs. C'est ainsi que j'ai apporté 15, 20, parfois 30 témoignages favorables à l'encontre d'une appréciation malveillante. Puis, voulant davantage encore, j'ai contrôlé au moyen de faits historiques les attestations recueillies dans les souvenirs de l'époque. Enfin, par un dernier scrupule, j'ai tenu à ne point faire usage du mémorial de Sainte-Hélène, qui aurait souvent confirmé ma thèse. J'estimais qu'il ne fallait pas prendre à un homme ses définitions de lui-même, surtout lorsque cet homme, irrémissiblement vaincu, rayé avant sa mort du nombre des humains, n'a pu avoir sans doute possible d'autres visées en dictant ses mémoires que de se donner au regard des générations prochaines la posture la plus avantageuse à sa renommée, la plus profitable aux intérêts de sa dynastie. Sage précaution ici. Alors la bibliographie qu'on retrouve en début d'ouvrage, elle est assez abondante. Une quarantaine de titres, une cinquantaine de titres. On y trouve Madame de Staël, on y trouve évidemment Henri Taine, on y trouve Talleyrand, on y trouve Sainte-Beuve, je nomme les plus connus. On y trouve Stendhal aussi, la vie de Napoléon de Stendhal. On le sait, Stendhal a combattu dans les armées napoléoniennes la campagne d'Italie, dont la Chartreuse de Parme nous rend une version romanesque. Ils sont accueillis en héros. Les soldats français sont accueillis en héros en Italie. On peut avoir des doutes quant à cette réalité, mais... Alors, je vais vous prendre un petit passage au hasard. Ce qui nous dit aussi, en fait, un des points que j'ai pu relever, c'est que l'aspect de la vie sentimentale, d'ailleurs le titre l'indique, Napoléon intime, n'a pas été éludé et qu'il fait de Joséphine un personnage fantasque, un peu inconsciente et tout compte fait assez décevante. Le mariage au début a été heureux et par la suite elle ne se serait pas révélée à la hauteur de sa tâche et de la mission qui lui a été impartie en épousant l'empereur. C'est la thèse d'Arthur Lévy. Ah ben voilà. Alors, voici, je voulais un passage là-dessus. Ces ovations dues à la gloire de son mari plaisaient à Joséphine. Ainsi tenait-elle à rester à Paris, malgré les supplications les plus passionnées qui ne lui arrachaient que cette vulgaire et malséante réflexion. Il est drôle, ce Bonaparte. Son indifférence est remarquée par tous ceux qui l'approchent. Elle ne prend même pas la peine de la dissimuler. Son ami Bailleul ne peut obtenir d'elle que cette appréciation. Mais oui, je crois Bonaparte, un fort brave homme. Aux lettres brûlantes de son amour, elle daignait parfois répondre par 2 ou 3 lignes.
Et encore, c'était pour prétexter tantôt une maladie, tantôt des symptômes de grossesse qui l'obligeaient à retarder son départ. Lui, pendant ce temps plein d'amour, écrivait le 15 juin de Tortonne. Ma vie est un cauchemar perpétuel. Un pressentiment funeste m'empêche de respirer. Je ne vis plus. J'ai perdu plus que la vie, plus que le bonheur, plus que le repos. Je suis presque sans espoir. Je t'expédie un courrier. Il ne te restera que 4 heures à Paris, et puis m'apportera ta réponse. Écris-moi 10 pages, cela seul peut me consoler un peu. Tu es malade, tu m'aimes, je t'ai affligé, tu es grosse et je ne te vois pas. J'ai tant de torts envers toi que je ne sais comment les expier. Je t'accuse de rester à Paris et tu y étais malade. Pardonne-moi, ma bonne amie, l'amour que tu m'as inspiré m'ôte la raison, je ne la retrouverai jamais. L'on ne se guérit pas de ce mal-là. Mes pressentiments sont si funestes que je me bornerai à te voir, à te presser 2 heures sur mon cœur et mourir ensemble. Qu'est-ce qui a soin de toi? J'imagine que tu vas faire appeler Hortense. J'aime 1000 fois plus cette aimable enfant depuis que je pense qu'elle peut te consoler un peu. Quant à moi, point de consolation, point de repos, point d'espoir jusqu'à ce que par une longue lettre, tu m'expliques ce que c'est que ta maladie et jusqu'à quel point elle doit être sérieuse. Si elle est dangereuse, je t'en préviens, je pars de suite pour Paris. Ma bonne amie, aie soin de me dire que tu es convaincu que je t'aime au-delà de tout ce qu'il est possible d'imaginer, que tu es persuadé que tous mes instants te sont consacrés, que jamais il ne passe une heure sans penser à toi, que jamais il ne m'est venu dans l'idée de penser à une autre femme, qu'elles sont toutes à mes yeux sans grâce, sans beauté et sans esprit, que toi, tout entière, telle que je te vois, que tu es, pouvait me plaire et absorber toutes les facultés de mon âme, que mes forces, que mes bras, mon esprit sont à toi, que mon âme est dans ton corps, et que le jour où tu aurais changé, ou le jour où tu cesserais de vivre, serait celui de ma mort. Tu sais que jamais je ne pourrais te voir un amant, encore moins t'en souffrir un. Lui déchirer le cœur et le voir serait pour moi la même chose. Je suis sûr et fier de ton amour. Les malheurs sont des épreuves qui nous décèlent mutuellement la force de notre passion. Un enfant adorable comme sa maman va voir le jour dans tes bras. Infortuné, je me contenterai d'une journée. 1000 baisers sur tes yeux, sur tes lèvres. Adorable femme, quel est ton ascendant? Je suis bien malade de ta maladie. J'ai encore une fièvre brûlante. Brûlante. Ne garde pas plus de 6 heures le courrier et qu'il retourne de suite me porter la lettre chérie de ma souveraine. Après cette lecture, on comprend l'exclamation de Joséphine. Est-il drôle, ce Bonaparte? Il est drôle en effet, cet époux assez naïf pour croire à la sincérité des serments échangés pendant les baisers des fiançailles. Il est drôle l'homme qui apporte au pied de sa femme la fougue d'un amour sans borne. Il est plus drôle encore ce jeune général, acclamé comme un héros, à qui ne doivent pas manquer les tentations et même les avances des plus belles femmes de l'Italie et qui n'en veut qu'une, la sienne, devant laquelle il s'agenouille comme devant une idole. Il est drôle, assurément, le vainqueur qui dicte ses volontés au pape, au souverain de l'Italie, et se fait devant sa femme légitime, plus petit qu'un page de 16 ans, amoureux de la reine. Alors, ce qu'il nous dit, je vais conclure là-dessus, c'est qu'il nous dit, plus loin, c'est qu'au fond, peut-être, Napoléon, c'est l'air de l'Italie qui lui monte à la tête, et que c'est peut-être le pays des gondoles qui le rend un peu ma boule. Alors, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, demain, je me lève pas pour aller fouiller dans la boîte. Demain, c'est une surprise. On ne sait pas de quelle hauteur je vais vous parler demain, mais assurément, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne de Fabienne Rock, mon épouse, et les œuvres qui sont derrière moi, ben, ce sont des œuvres de Fabienne Rock que vous pouvez venir voir dans l'atelier librairie 2319 rue Bélanger à Montréal, dans le quartier Villeray, et vous pouvez nous téléphoner dans le 514-736-0999. Merci
et bonne journée. Au fait, j'ai oublié de vous dire que ça a été publié en 1893 aux éditions Nelson, Napoléon intime. Merci, bonne journée.